Non, il faut être cohérent, il faut être conséquent. Nous disons, soit on a confiance en nos fonctionnaires et donc le ministère de l'Intérieur organise les élections, soit on n'a pas confiance en nos fonctionnaires et donc on confie l'organisation des élections à une structure internationale qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a confiance en personne. Un peu comme en 2010, on est allé voir des gens qui devaient venir, n'est-ce pas, superviser. Mais est-ce que quelque part il ne faut pas travailler sur la crise de confiance d'abord? Peut-être que c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast citoyen, le rendez-vous des champions. Alors aujourd'hui nous abordons deux grands sujets, notamment la dissolution de la CEI et l'introduction du fonds de souveraineté annoncé par le gouvernement. Je pense que c'est deux sujets d'actualité dont nous allons aborder avec notre invité, le président Thierry Modeste, qui est président du parti politique, le RNI, le Rassemblement national ivoirien, par ailleurs professeur DPS dans des lycées secondaires. Il aura le temps de nous expliquer en long et en large la vision de son parti. Je dirais qu'en phase embryonnaire, également ses avis sur ces deux sujets. Donc si vous êtes jeune, vous êtes étudiant, salarié, c'est le temps vraiment d'occasion pour nous suivre et vous abonner à notre page YouTube pour recevoir davantage nos émissions de qualité. Bonjour, M. Thierry. Oui, bonjour, chef. Ça se passe bien? Très bien. Je vous prie, c'est maintenant qu'on se voit. Hein? Oui, c'est vrai. Bonne nouvelle année à vous. Merci à vous, par Je vous souhaite plein succès pour vos activités. Mais ça se passe bien? Oui, très bien, très bien. C'est difficile, mais bon, ça va. Mais qu'est-ce que vous dites de mes podcasts? Souvent, je vois vous regarder. Qu'est-ce que vous en dites? Non, déjà, il faut dire que c'est une initiative à saluer, c'est une initiative noble. Et il dit que quelqu'un qui a eu quand même une formation en géographie, se retrouver dans la communication et faire ce que vous faites avec beaucoup d'extérité, c'est à saluer. Donc, à toutes mes félicitations. D'accord, merci. Alors, parlons maintenant du premier sujet, notamment la question du fonds de souveraineté. On a tous constaté que le gouvernement a pris des résolutions par rapport à ça. Selon vous, qui êtes président du parti politique, c'est quoi votre analyse par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est le moment idéal pour créer un fonds qui va permettre à ce que nos jeunes, même nos générations futures puissent en profiter? Ou bien c'est le moment de pouvoir résoudre nos problèmes actuels? Parce qu'on a beaucoup de problèmes qu'il faut régler. Est-ce qu'il faut garder l'argent pour après, plus tard? Voilà, je pense que tout le monde se pose des questions. C'est pourquoi je disais que vous soyez là aujourd'hui pour que vraiment puissiez nous expliquer cette question. Parce que c'est vraiment un sujet qui fait débat. C'est quoi votre avis? D'accord, nous pensons que parler d'opportunités, de moments, c'est le gouvernement en toute souveraineté qui décide des opportunités, des moments pour faire des choses, pour prendre des activités, pour prendre des initiatives, pour mener des actions et tout ça. Mais parlons du fonds de souveraineté que le gouvernement décide. D'accord, donc pour parler du fonds de souveraineté que le gouvernement décide d'implémenter en Côte d'Ivoire, c'est déjà une bonne chose. À saluer, d'emblée, c'est une bonne chose. Maintenant, après, peut-être c'est dans la faisabilité qu'on va voir. Mais d'où vient même l'origine du fonds de souveraineté que la Côte d'Ivoire veut s'approprier? Nous pensons que ces dernières années, depuis donc 2014 à maintenant, la Côte d'Ivoire connaît quand même un bond en matière d'or et de pétrole. Et il faut dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, quand même facilement, peut récolter près de 150 tonnes d'or l'année. Oui, plus même de 150 tonnes l'année. C'est selon les statistiques qui ont été révélées. Oui, voilà, selon les statistiques qui ont été révélées. Mais nous croyons aux statistiques là. Voilà, nous croyons aux statistiques là. Non, souvent, on fait tout les chiffres. Bon, allez-y. Bon, nous en tout cas, nous croyons en ces statistiques pour ces chiffres là. Donc, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a plus de 150 tonnes l'année d'or et plus de 50 barils de pétrole le jour. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, effectivement, la Côte d'Ivoire peut se permettre d'avoir un fonds de souveraineté. Mais il y a la question du logement. Donc vraiment, c'est ce qu'on se pose. On a beaucoup de problèmes. Est-ce que c'est important de pouvoir mettre l'argent, garder l'argent actuellement? C'est pas. Parce que moi je me dis que quelque part, il est mieux de l'utiliser pour que l'on puisse en profiter. Comme Aristote disait que la politique c'est faire le bonheur de la population. Oui. C'est quoi Oui, mais le fonds de souveraineté, ce n'est pas seulement pour garder pour les générations futures.
Le fonds de souveraineté sert d'abord, à construire les routes pour les générations actuelles, à construire des écoles pour les générations actuelles, à construire des hôpitaux pour soigner les générations actuelles et à créer de l'emploi, n'est-ce pas, pour les générations actuelles. En second lieu, maintenant, on va parler maintenant de garder, n'est-ce pas, une certaine quote-part pour les générations futures et aussi faire une sorte de réserve financière, de réserve financière. Ah, donc il sera divisé en deux plans. En trois plans. En trois plans. En trois plans. Donc le premier plan, c'est la construction d'infrastructures. Le deuxième plan, c'est de stocker pour les générations futures. Et puis le troisième plan, c'est de faire face, n'est-ce pas, aux chutes des prix, des coûts des denrées au plan international. Donc par exemple, quand le coût du cacao au plan international connaît une chute, le fonds de souveraineté vient rapidement à la rescousse. Non, mais aujourd'hui, on a le conseil Café Cacao. Je pense que les années antérieures, c'était la caisse stable, mais on a le conseil Café Cacao qui gère ça. Normalement, dans la politique du conseil Café Cacao, c'était. Je vous prends au mot, vous avez dit normalement. Ok, allez-y. Donc, je vous prends au mot, vous avez dit normalement. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Donc, vous avez dit normalement, moi, je vous prends au mot, c'est tout. Ok, allez-y. Donc, voilà, donc, moi, je disais que le fonds de souveraineté permet d'un premier temps, d'abord à construire les infrastructures de base, telles les infrastructures sanitaires, les infrastructures scolaires, les routes et tout ça. Dans un deuxième plan, cet argent-là va servir à préparer, n'est-ce pas, les générations futures. C'est-à-dire qu'on laisse quelque chose pour eux, pour que quand ces générations-là sont là, elles du moins, pour que quand ces générations sont là, elles puissent les utiliser pour, n'est-ce pas, répondre aux besoins de leur époque. Je pense que même dans les grandes démocraties, ça se fait. Voilà. En France, par exemple, même lorsque l'enfant naît, il y a déjà l'argent qui est déjà mis à côté. Quand il a 18 ans, on lui donne un petit peu. Voilà, justement. C'est quand même cette politique-là que le gouvernement veut adopter aussi. Donc le gouvernement, c'est un peu la famille, mais dans un contexte un peu plus large. Donc le gouvernement, c'est un peu comme le chef de famille qui prévoit, n'est-ce pas, un certain fonds qu'il met pour son enfant qui aura 18 ans, il va pouvoir l'utiliser. Donc c'est la même chose que le fonds de souveraineté va venir faire. Mais nous avons aussi des craintes. Alors nous avons des craintes. C'est vrai que tout est bien dit, tout est intéressant, mais tout n'est pas forcément bon. Voilà, nous avons des craintes. Notre première crainte, c'est de ne pas politiser ce fonds de souveraineté. Ça, je sais. Voilà, c'est ça, il ne faut pas le politiser. Parce que le politiser, c'est quoi? Le politiser, c'est de nommer des gens qui ne sont pas forcément experts dans le domaine. De créer un fonds de souveraineté, prendre quelqu'un, parce que sa seule compétence, c'est son militantisme politique, et puis le nommer à la tête de ce fonds de souveraineté-là, ça devient le copinage. Et quand c'est comme ça, deuxième crainte, c'est que en général, dans ce genre de trucs, on peut facilement chuter sur la création d'une caisse noire. Vous voyez, quand on a une caisse noire, ça veut dire que... on aura des documents, tout ça. Bon, en tout cas, créer une caisse noire, et puis bon, en général, il n'y a pas d'audit, on ne sait pas véritablement comment est-ce que l'argent est géré, et tout ça, ça c'est une caisse noire. Et puis bon, en troisième lieu également... Donc pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Pour nous, ce qu'il faut faire, bon, déjà que le gouvernement n'a pas encore clairement défini les transactions sur la souveraineté, c'est juste qu'il sera difficile quand même de commenter. Mais si notre avis devait compter, nous pensons que déjà pour que ce fonds de souveraineté-là puisse véritablement répondre aux exigences de nos populations, il faut dans un premier lieu créer une zone franche financière. Ah, une zone franche financière. Voilà, d'abord ça, une zone franche financière. Deuxième truc. Bon, pour les jeunes qui nous suivent, c'est quoi une zone franche financière? Très bien. Une zone franche financière, c'est dit par exemple que en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire compte, je pense bien, 322 462 km². Si on prend la plus grande ville de Côte d'Ivoire qui est à Abidjan, on se dit qu'à Abidjan, on va faire de sorte que, je parle un peu de façon triviale pour que tout le monde comprenne. Voilà, on se dit qu'Abidjan représente 1 sur 10 de la Côte d'Ivoire. Donc Abidjan, là, on ne va pas vendre Abidjan. On peut rater. Abidjan, on ne va pas vendre. Mais les 9 autres villes là, on peut les vendre si on veut. Mais Abidjan, on ne les vend jamais. De sorte que, quand on a fini de vendre ces 9 villes là, et puis l'argent des 9 villes nous a pas permis de réaliser nos projets, voilà, et tout. Au moins, Abidjan, on n'a pas vendu. Donc on compte maintenant sur l'argent d'Abidjan, n'est-ce pas, pour essayer de développer un tant soit peu les autres villes. Mais si on a vendu les 9 villes, et qu'effectivement les 9 villes nous ont permis de nous développer, la ville d'Abidjan qu'on a gardée là, ça ne gâte rien. Voilà. Donc c'est déjà ça, créer une zone franche financière. Maintenant, à côté de la zone franche financière, il faut aussi, n'est-ce pas, adopter les différentes résolutions des BRICS. Voilà, les BRICS.
Papa Dombello parlait même bien de ça. Oui, nous pensons en Côte d'Ivoire, il est l'un des premiers à parler du fonds de souveraineté. Donc, quelque part aussi, l'adoption de ce fonds de souveraineté-là, on la lui doit. Voilà, on lui doit quelque part. Voilà. Donc, avec vraiment beaucoup d'humilité, il a aussi salué le gouvernement pour l'adoption de ce fonds de souveraineté. Donc, dans ces différentes résolutions, on pense qu'il faut mettre beaucoup de probité dans la gestion. C'est pourquoi tout à l'heure je disais qu'il ne faut pas politiser le fonds de souveraineté. Donc vous la confiez à un expert. Un expert. Il faut la confier à un expert, un économiste. C'est les experts dans le domaine. C'est ça. Mais pas n'importe quel économiste. Voilà, pas quelqu'un qui a forcément géré des coopératives de quartier, qui va directement devenir DG. Non, mais quelqu'un qui a un parcours international. Quelqu'un dont la réputation elle est connue et puis elle est vraiment indiscutable. Voilà, voici, c'est des gens à qui on peut confier la gestion du fonds de souveraineté. Donc pour vous, c'est une bonne chose. Oui, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour nous. C'est votre avis personnel ou bien c'est l'avis en quelque sorte de votre parti politique? Ce que vous venez de... Oui, bon, en Côte d'Ivoire, il sera difficile de séparer la vie du président à la vie du parti. Certains ont des problèmes avec ça. Voilà, donc nous endossons la responsabilité de dire que c'est la vie du parti. D'accord, ok. D'accord, on va progresser. On va parler maintenant du sujet phare actuellement qui fait débat, la CEI, en question. C'est quoi votre avis par rapport à la dissolution de la CEI? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette décision-là vient à peine juste ou bien elle devait être prise il y a bien longtemps dessus là? Parce que les partis politiques m'ont décrit ça bien avant les élections. Il n'y avait pas appel à une réforme totale, mais c'est maintenant que la réforme a eu lieu. Pour vous, c'est quoi? Est-ce que cette décision, elle vient juste à peine non, ou bien il fallait prendre la décision un peu plus tôt, avant les élections législatives présidentielles? Déjà, nous pensons qu'il faut saluer. Il faut saluer la hauteur d'esprit du président de la République et de son gouvernement qui ont tout de suite compris qu'il fallait dissoudre cette organisation qui avait perdu toute sa subsistance. Mais nous pensons également que la décision a été prise de façon tardive. La dissolution devait avoir lieu depuis même les élections 2020. Ah bon? Oui, depuis même les élections 2020, parce que la CEI, pour nous, en tout cas la CEI n'a pas respecté toutes les clauses du contrat qui justifient sa naissance, qui justifient sa création, qui justifient son existence. Ah bon? Bien sûr. Expliquez-vous. D'abord, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous savons que le problème de la CEI n'est pas un problème conjoncturel, ça veut dire que ce n'est pas un problème circonstanciel, mais c'est un problème même structurel, c'est un problème d'éthique, c'est un problème de morale. Dans un pays normal où tout va bien, il n'y a pas une structure, je veux dire, une structure parallèle qui organise les élections, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Comme nous avons une crise de confiance entre les dirigeants et la population. Donc en 2000 déjà, on pense à la création d'une structure parallèle pour organiser les élections. Mais cette structure-là a déjà failli depuis 2020. Même bien avant 2010. Voilà, depuis 2010, cette structure a déjà failli. Quand la structure a montré déjà toutes ses insuffisances, à quoi bon ça sert de continuer avec une telle structure? Une structure au sein de laquelle les partis qui sont en compétition se retrouvent encore dans l'organisation des élections. Quelqu'un disait sur les réseaux sociaux, on ne peut pas être du jour bien rapide. Voilà. Il y a un manque de cohérence. Donc déjà là, il y a un problème. Mais ce que nous déplorons encore plus, c'est un peu, je vais dire, ce que nous déplorons, c'est que nos partis politiques ne jouent pas franc jeu. On salue la CEI quand on est au pouvoir, on la fustige quand on est dans l'opposition. Donc il faut être cohérent, il faut être conséquent. Nous disons, soit on a confiance en nos fonctionnaires et donc le ministère de l'Intérieur organise les élections, soit on n'a pas confiance en nos fonctionnaires et donc on confie l'organisation des élections à une structure internationale qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a confiance en personne. Un peu comme en 2010, on est allé voir des gens qui devaient venir, n'est-ce pas, superviser. Mais est-ce que quelque part, il ne faut pas travailler sur la crise de confiance d'abord? Peut-être que c'est moi, je vous dis que peut-être c'est là le problème. Parce que même si on met Dieu, même si vous lâchez, on aura tous les mêmes problèmes, les gens ont tout dégré. Oui. Mais quelque part, déjà, il ne faut pas travailler sur la
comme vous l'avez parlé, la crise de confiance, faire des sensibilisations, aller vers les populations, pour les faire croire qu'aujourd'hui, on a des instances qui sont de confiance, qu'il faut vraiment travailler ensemble, quoi. Mais vous voyez, en Côte d'Ivoire, il sera quand même difficile de travailler et de régler définitivement la question de la crise de confiance. La plaie, elle est profonde. Elle est profonde et elle a rien n'est impossible, mais oui, c'est pas impossible, mais c'est difficile. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Qui en Côte d'Ivoire ici peut être présenté comme neutre? En Côte d'Ivoire, on a confié à un moment donné, n'est-ce pas, l'organisation des élections aux partis politiques. On a vu que ça ne prend pas. On a confié à la société civile. On a vu que ça ne prend pas. On a même invité Dieu dans la religion en invitant, n'est-ce pas, les hommes religieux dans le jeu politique. On a vu que les hommes religieux sont sous la bannière des... Voilà, donc la crise de confiance, elle est profonde. Même quand le président de la République dit qu'on va décréter 2023 année de la jeunesse, avec 1 milliard par jour pour la jeunesse. Je suis jeune, vous êtes jeune. Je suis jeune. Voilà. Vous êtes jeune. Vous n'avez pas reçu Bon, en tout cas, les retours que nous viennent, c'est que. Oui, les retours que nous viennent, c'est que 2023 était loin quand même d'être. Est-ce que vous avez reçu votre argent? Donc, après 2023, le ministre Mamadou, ministre de la Jeunesse, a dit que non, il ne s'agissait pas de 2023 de la jeunesse, mais que c'était un continuum. C'était 2023, 2024 et 2025, année de la jeunesse. Mais pendant ce temps, on est toujours en 2026. Oui. Vous avez dit qu'on a déjà fait le crack de 2023, 2024. C'est là ce que vous avez dit. Ma question, est-ce que vous avez reçu votre argent? Bon, ce que je constate, c'est l'année de la jeunesse. Est-ce que vous avez reçu? Oui, ce que je constate, c'est que nous avons le service emploi jeune. Ce que je constate, c'est que le ministère de la Jeunesse aujourd'hui va justifier son existence par rapport aux activités qu'il a pu mener sur l'année de la jeunesse. Ça veut dire que si l'année de la jeunesse n'était pas le ministère de la Jeunesse, on n'avait pas d'activité à mener. Ce que je constate, c'est qu'on a créé beaucoup de centres de formation. Ce que je constate, c'est qu'on a créé des centres de services civiques. Combien de centres de services? Il y a 4 centres de services civiques en Côte d'Ivoire. Oui, mais un centre de services civiques, au bas moins 300 personnes. Mais c'est pas tous les jeunes aussi qui doivent aussi être resocialisés. Ah bon? Non, c'est pas tous les jeunes. Ah mais par exemple, vous n'avez un problème civique. Ah bon, mais tout récemment, l'ancien Premier ministre avait dit qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas de problème d'emploi, on a un problème d'employabilité. Et vous venez nous dire qu'il faut, faudrait pas que tout le monde puisse aller dans l'ancien service parce que quand même, les 300 places ne sont pas assez suffisantes. Mais moi, je dis que, quelque part, est-ce que ce que vous dites avec ce qui se fait dans la réalité est cohérent? Ça veut dire que certainement, les formations que la jeunesse a eu peut-être à travailler pendant l'étude universitaire ne correspondent pas au profil. Donc il faut créer plus de centres pour que vraiment les gens puissent se former, qu'ils puissent avoir de l'emploi. Donc tactiquement, est-ce que vous dites est cohérent, M. Piquet? Non, mais je dis qu'ils ont la gestion du pouvoir. Ils ont une certaine appréciation des choses. Ils sont dans la réalité du pouvoir. Nous sommes avec les populations. Parce que nous aussi, on entend. Mais eux aussi sont avec la population. Nous sommes avec la population. Le parti est aussi avec la population. Nous sommes la population. Vous êtes la population. Nous sommes la population. D'accord. Pour venir ici, peut-être qu'on a pris un bâtard, peut-être qu'on a pris un bus, mais nous sommes la population. Voilà. Et eux, ils écoutent la population. Nous disons que les différentes réformes ne sont pas véritablement ressenties dans l'assiette du jeune. Nous disons que les différentes réformes ne sont pas véritablement ressenties dans les familles ivoiriennes. C'est ce que nous disons. Mais en même temps, nous saluons aussi les quelques actions isolées qui ont quand même été posées. Revenons au cas de la Suisse. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que le profil de M. Kubert ne faisait pas de défaut aussi à l'organe? Parce qu'on disait qu'il était excellent, éloquent, voilà, il avait magistrat en hiérarchie et tout ça. Est-ce que le profil de l'homme correspondait réellement à celui? Parce qu'il était longtemps décrié. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être après son mandat, on n'aura pas encore tous intimidés? Les gens allaient dire qu'il n'a pas bien fait son travail. C'est quoi votre avis par rapport à ça? Non, M. Ibrahim Koulibaly Kubier est un excellent juriste. Est un excellent homme de droit. Et même une chance pour la Côte d'Ivoire. Nous notons qu'en 2023, la révision électorale n'a pas été faite. Le budget a été décaissé. J'avais envie même, comme qu'en 2025, la révision électorale n'a pas été faite. Le budget a été décaissé.
nous rappelons que lui-même, il a par la dit. loi de finances, parce que tout était précisé. J'ai même vu. Très bien. Et lui-même, il a dit que la révision de la liste électorale allait avoir lieu après les élections présidentielles 2025. Nous sommes aujourd'hui en mai 2026. Oui, il avait dit donc, en décembre, normalement. Parce qu'il avait dit après, normalement c'était décembre qu'on devait avoir la. Voilà, donc chacun peut apprécier. Donc, qu'est-ce que vous insinuez? Nous disons que le monsieur il est brillant, mais voici ce qu'il a dit. Mais il a dit quoi concrètement? Allez-y au fond de vos idées. Oui. De toute façon, on a l'impression que vous tournez autour du pot. Justement parce qu'on n'a pas d'Ivoire. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que je suis ivoirien, ça veut dire que le pays est là et que le monsieur a dit que la révision électorale allait avoir lieu en 2023. L'agent lui a dit ça. Ils n'ont pas fait la révision. On n'a pas eu d'explication. Donc vous réclamez l'audit. Ça fait ça? Nous saluons la décision. Vous réclamez l'audit. Nous saluons la décision du gouvernement de dissoudre la CEI. Mais par rapport à ces 2 années qui n'ont pas été respectées par rapport à la révision de la liste électorale, vous réclamez, est-ce que le RN réclame l'audit par rapport à ça? Vous voulez que les fonds soient éclairés sur la bouteille de tous? Est-ce que vous souhaitez? Nous pensons que la loi n'est pas rétroactive. Le RNI est né après 2023. Non, mais même si le RNI est né après, c'est un parti politique. On ne va pas le mettre aujourd'hui et de se prononcer sur des questions qui ont eu lieu. Mais justement, c'est parce que vous estimez qu'il y a des réformes qu'il faut faire, que vous créer. Nous, déjà, nous avons été candidats pour les élections législatives. Vous allez revenir à la question. Oui, je vais répondre à votre question. Nous avons été candidats aux élections législatives. Nous avons présenté 7 candidats au niveau du RNI. Vous avez tous ces choses. Vous avez tous ces choses. C'est quoi pour vous un échec? Mais il n'y a pas eu de gagnant. Ah, voilà, c'est là qu'il y a toute la nuance. Nous sommes nés 3 mois après, en bas des élections. Le fait n'est pas d'aller remporter tout. Non, mais le but d'un parti politique, c'est quoi? C'est d'accéder au pouvoir. Le but d'un parti politique, bien sûr, c'est de gérer le pouvoir d'État, c'est de le conserver. N'est-ce pas? Non, c'est le vous avez perdu. Un parti politique. Non, on n'a pas perdu. L'objectif en allant aux élections a été acquis. Ah bon? Oui. L'objectif, c'était d'aller aux élections. C'était ça l'objectif. Il fallait se faire représenter. C'est ça. L'objectif pour nous, c'était d'aller aux élections. Donc il fallait se faire représenter au niveau national. L'objectif pour nous, c'était d'aller aux élections. L'objectif pour nous, c'était d'être invité à des tables de discussion. À l'issue de ces élections-là, aujourd'hui, nous sommes appelés à des tables de discussion. Vous avez une l'objectif est atteint au sein de. L'objectif est atteint. Donc pour revenir à la CEI, je disais qu'avec l'expérience que nous avons eue avec la CEI, nous nous réjouissons de la dissolution de cette structure-là. Parce qu'elle a été vidée de toute sa substance. Moi je partage votre avis, parce que 3000 morts en 2010, vraiment c'est trop. Après on avait encore des morts. À peine l'ancien président Soupakaïko n'a même pas duré. Mais quel est le lien que vous faites entre 3000 morts et puis la CEI? Non, je veux dire que normalement, on devait quand même penser à ce que ces personnes qui sont parties aussitôt par rapport à la crise, aujourd'hui au fait que la CEI quand même n'a pas pu faire son travail. Parce que si on avait une institution crédit qui travaillait dans les normes, certainement, cette institution pourrait gérer cette élection dans de bonnes conditions. Parce que sous la présidence, je pense que c'est M. Soupakaïko qui était là en 2010. Voilà. Normalement, si on avait des personnes crédibles à la tête qui faisaient bien le travail, on n'aurait pas pu avoir ces crises-là. C'est mon avis, c'est mon avis. Certainement qu'il y a eu certaines failles au niveau de l'institution. Qui a créé. Mais je rappelle que aucune société n'est faillie, mais on a même vu le cas en 2001 avec l'épisode Ben Laden en Amérique. Voilà. Donc, aucune société n'est faillie. Certainement qu'il y aura peut-être des réformes. On espère que la nouvelle institution pourra mieux faire le travail qu'il faut. J'ai eu à faire des propositions parce que vous avez constaté. En tout cas, félicitations. Félicitations. Vos propositions, en tout cas, répondent à l'assentiment de la quasi-totalité de la jeunesse ivoirienne. En tout cas, ceux qu'on a croisés, qui ont pris la peine de lire 2-3 phrases dans vos propositions, sont entièrement d'accord avec vous. Et c'est tout à votre honneur. D'accord, merci. Bon, je pense qu'on va clore le sujet. On va parler maintenant de vos propositions par rapport à la CEI. Parce que vous êtes un parti politique, voilà, vous êtes là pour représenter la nation. Le but de Côte d'Ivoire vous regarde. C'est vrai que vous n'avez pas eu cet siège à l'Assemblée, mais vous êtes en phase de gouverner. Je pense qu'avec sur le terrain, au
fur et à mesure, les choses vont entrer dans les décors. C'est quoi vos projets? D'abord, c'est quoi votre vision pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que le RN propose pour une rupture totale? Parce que vous êtes là pour une rupture. Il ne faudrait plus faire ce que les anciens ont eu à faire. C'est quoi vos projets pour la Côte d'Ivoire? Donc, le peuple de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est quoi la vision du RN? D'accord, merci beaucoup. Vous avez bien dit que nous sommes là pour une rupture. Heureusement, on n'est pas là pour une refondation. Parce Non, qu'en Côte d'Ivoire, chaque mois est sensible. Moi, je pose une rupture. D'accord. Si c'est une refondation, c'est que. On se dira que ça sert à rien. D'accord. Qu'est-ce que les autres ont fait? Moi, je n'apprécie pas ça. D'accord, le RNI s'engage vraiment résolument dans la construction de 3 États en Côte d'Ivoire. En un État de droit. D'accord, un État de droit. Un État de Donc droit. pour vous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas d'État de droit. Nous disons que nous voulons construire un État de droit. Ça, c'est votre. Un État de droit, c'est un État où la liberté d'expression est admise, mais aussi la liberté après l'expression. Ça, c'est fort, hein? Après l'expression. Voilà. Donc nous voulons construire un État de droit. D'accord. Deuxième chose, déjà, il faut dire que sinon le premier principe, la première liberté fondamentale, c'est la liberté d'aller et de venir. Je pense que la Constitution me le dit, hein, La liberté d'aller et de venir. D'accord. La liberté d'aller, mais aussi de venir. Mais c'est pas parce qu'on a une liberté qu'on va tout se permettre. La liberté d'aller. La liberté doit être encadrée. La liberté d'aller et de venir. D'accord. Je n'ai pas parlé de libertinage, je dis d'abord que la liberté doit être encadrée. Voilà, mais les balises doivent être connues par tous. Les balises doivent être connues par tous. D'accord. Voilà. Donc déjà, il faut quand même penser à la construction d'un État de droit, en premier lieu. En second lieu, il faut penser à la construction d'un État démocratique. C'est pas un État démocratique. Wow. Selon vous. Un État démocratique, c'est un État où on voit véritablement la séparation des pouvoirs, où tous les pouvoirs ne sont pas concentrés entre les mains d'un seul individu ou de quelques individus. Comment vous constatez la séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle? Pensez que les pouvoirs ne sont pas séparés? Nous voulons construire un État démocratique. D'accord, ok. Donc, après la constitution. Par rapport à mes questions, vous passez à l'idée. Allez-y. Non, je réponds à vos questions. Je réponds à vos questions. Je dis que. Les questions sont toujours. Oui. Passer à l'idée de mire. Non, je réponds à vos questions. Je dis que. Ça, il y a une posée qui m'a fait ça une fois. D'accord. J'avais invité, bon, il n'y a pas dit de l'homme. Quand je pose une question, il tourne. Après, il me. Bon, c'est pas grave, allez-y. D'accord. On est habitué. Non, mais je réponds à vos questions. Je dis que nous voulons construire un État de droit. Maintenant, j'ai posé la question. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les pouvoirs sont séparés selon vous? Est-ce que vous pensez que les pouvoirs sont séparés? Est-ce que le pouvoir exécutif est détaché du pouvoir exécutif? Vraiment, chaque pouvoir fait son travail dans les normes. C'est la question que j'ai posée. Selon ce que vous avez dit, c'est pourquoi je me suis appelé. Ce que nous déplorons, c'est que malheureusement, des cyberactivistes. Parce que vous êtes présent des partis politiques. Oui. Donc votre avis compte. Oui. Voilà. Ce que nous déplorons, c'est que malheureusement, des cyberactivistes proches ou se réclamant proches du parti au pouvoir relaient sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, les infractions qui auraient été commises par des gens interpellés par la justice. Ah, ok. Donc déjà là, il y a des questions à se poser. Ça. Nous voulons construire un État de droit. Nous voulons construire un État démocratique où il y a la séparation des pouvoirs. Et enfin, nous voulons construire un État souverain. J'espère que vous n'êtes pas très nationaliste, ou bien vous êtes très comme le RN de l'Assemblée nationale de la France. Non, c'est à peu près la comparaison n'est pas forcément la raison. Non, c'est juste une demande que j'ai. Pas forcément. Mais pourquoi espérer qu'on ne soit pas tout national? Non, j'ai une question que j'aime. C'est moi qui pose la question. Oui, vous êtes dans mon émission. Oui, c'est d'accord. Je suis d'accord, mais aussi une inquiétude. Conformez-vous aux règles. D'accord, c'est discipliné. Vous voulez poser l'état de droit. Ici, on a l'état de droit. D'accord. D'accord. Oui, d'accord. Donc je respecte les règles de votre émission. Nous voulons construire un État de droit, nous voulons construire un État démocratique et nous voulons construire un État souverain. Ok, d'accord. Les deux sont nobles, je vous félicite pour ça. Je vous félicite également pour vos différents combats que vous menez. Avec les élections passées, on a tous eu beaucoup de candidats. Wow, moi je me suis dit, wow, des jeunes déjà à cet âge, déjà candidats.
c'est un déclic. Je pense que les années à venir, on aura encore pas mal de jeunes qui seront candidats. Je pense que c'est déjà bien. Vous avez déjà ouvert la porte aux jeunes. On espère que ça sera continué. D'accord. Par rapport à la CEI, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour qu'on ait une réforme en Côte d'Ivoire dans nos élections? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que le RMI propose à la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez un projet défini pour les élections en Côte d'Ivoire? D'accord, très bien. Il faut dire que la CEI tire son origine, n'est-ce pas, d'un consensus entre pouvoir, opposition et société civile. Parce qu'avant, il y avait l'accord sur le nom. En Côte d'Ivoire, en général, ce sont les accords. Les textes sont là, c'est-à-dire la constitution est là, mais en fait les accords sont là. Voilà. Donc, la CEI tire sa naissance, tire son origine d'accords politiques entre parti au pouvoir, opposition et société civile. La Côte d'Ivoire tire sa référence d'une ordonnance. Il y a déjà quelque chose là. C'est-à-dire qu'on s'assoit à trois, on parle de quelque chose, et demain, un seul décide de dissoudre cette chose. Donc déjà, là, il y a un problème. Mais le nouvel organe que l'État de Côte d'Ivoire va nous proposer, nous voulons qu'il soit un organe consensuel comme le premier organe. Mais qu'il soit bien structuré. Bon, dans la structuration, plus qu'on ait des partis politiques au sein, partout, comment c'est ça, parce que souvent quand moi je fais des conférences, je vais monter les jeunes, souvent ce qu'ils disent c'est ça, c'est que les partis politiques sont au cœur de la CEI. C'est ce qui fait que ça crée un manque de confiance. Donc vous qui êtes parti politique, vraiment allez, quand vous allez partir vous asseoir, allez, dites de ma part, moi je dis, oui. Vraiment cette fois-ci, on ne veut plus les partis politiques à l'intérieur. Quand vous allez partir, c'est pas ça qu'ils vont vous appeler. Oui. Vous serez représenté, vous allez faire des propositions. Et puis également aller avec ma proposition. Appui, c'est un jeune citoyen qui a fait la proposition. C'est ça. C'est ce que nous on souhaite. On ne veut plus qu'il y ait des partis. Parce que vraiment on est fatigué. Voir des morts en plein électorat. Ça se met que ça se passe comme le Sénégal, comme le Ghana, où les gens, voilà, c'est une fête, les gens sont normaux, il n'y a pas de soucis. Mais chez nous, chaque année, dans les élections, c'est l'inquiétude. Allez-y, c'était juste pour. Non, mais il y a eu des élections ici aussi où ce n'était pas forcément des opportunités de mettre. Oui, j'avoue. Voilà. Mais il faut dire que. Je prends les dernières années, quoi. Je prends les dernières années. Mais la paix même dépend de la culture démocratique de l'opposition. D'accord. Le pays en paix, quand on a une opposition civilisée, quand on a une opposition disciplinée, oui, ça, quand on a une opposition intelligente. Vous verrez que depuis 2010 à aujourd'hui 2025, l'opposition politique ne s'est jamais inscrite dans un projet de déstabilisation. Effectivement. Donc on a une opposition civilisée. Il faut saluer cette opposition. Et même lorsqu'un leader de l'opposition est arrêté, il sort toujours la formule consacrée. J'appelle au calme et à la retenue. Il faut saluer les partis d'opposition. Pour la construction de cette nouvelle CEI ou de ce nouvel organe dont la Côte d'Ivoire veut se doter, effectivement, je suis d'accord avec vous, il faut extirper les hommes politiques et même les partis politiques. Parce qu'il y a certains qui sont juste hommes politiques, sans forcément appartenir à un parti. Il faut extirper les hommes politiques et les partis politiques dans les commissions centrales et même dans la commission locale de la CEI. Parce qu'en général, le problème n'est pas la commission centrale. En général, le problème, ce sont les commissions locales. En général, ce sont les commissions locales qui ont des problèmes. Donc il faut déjà qu'à ce niveau-là, il y ait un tri. Dans les petites villes, on se connaît. On sait que tel est proche de tel camp, tel est proche de tel autre camp. Donc il faut déjà que dans les petites villes, on essaie d'estiper au maximum qu'on ait vraiment des personnes neutres. Bon, la neutralité. C'est un peu trop dit, mais voilà, on est des personnes concrètes, des cadres. Voilà, des gens quand même dont la probité ne souffre d'aucune contestation. Voilà. Mais pour être neutre, vraiment, ça c'est un peu trop dit, oui. Voilà. Parce que tout le monde n'est pas neutre, hein. Il y a des gens quand même qui sont plus partisans, mais on ne peut pas peut-être l'affirmer, mais on sait que le président de la CEI vote. Voilà, effectivement. Voilà. On ne peut pas savoir si le vote est. Voilà, donc c'est compliqué. Effectivement, ça c'est vrai. Même le président du vote. Il vote. Donc,
Bon, en même temps, si le président de la République est président des partis. C'est le parti, voilà, c'est plus confus. C'est que souvent, quand tu critiques le président de la République, on pense que tu critiques le parti. Quand tu critiques aussi le président du parti, on pense que tu critiques le président de la République, on dit même outrage au chef de l'État, alors que tu parles du chef du parti. C'est compliqué. C'est compliqué. Ici, on n'a pas encore fait la différence entre le président du parti et le président de la République. Je ne dis pas les citoyens, de façon, les citoyens lambda. Non, il y en avait. Je pense que le Premier ministre Pascal Affinité. Non, mais c'est deux supprimé, non? C'est toujours en vigueur, parce que dans les tests, parce qu'actuellement dans les tests, on a toujours une séparation du président du parti. Bon, ce qu'on voit, c'est que le président de la République est le président des partis. C'est ce qu'on voit. Mais je dis qu'avant ce qu'on voit actuellement là, il y a eu une période où il y avait un président de la République qui appartenait à un parti, mais qui n'était pas président de ce parti. Effectivement. Voilà. Et quand c'est comme ça, c'est plus facile d'attaquer le président du parti, c'est un individu à part entière, et d'attaquer le président de la République, qui est notre individu à part entière. C'est le moment logique, que ça soit comme ça. Pourquoi on ait plus de démocratie, parce que c'est ça aussi. On a tous vu lorsque. Donc vous nous rejoignez qu'on doit construire un État démocratique. Je suis d'accord. C'est un État démocratique. Je suis d'accord. Les idées, vos idées, je me plaisent bien. Merci beaucoup. On espère que ça va. Mais en même temps, nous sommes jeunes. Et chez nous, la jeunesse fait peur. Parce qu'en général, on présente le jeune comme quelqu'un qui n'est pas forcément formé, comme quelqu'un qui est un aventurier politique, comme quelqu'un qui a faim et donc qui vient chercher à manger. Donc c'est pourquoi vous verrez que nos différentes activités que nous menons sont beaucoup axées sur la formation politique et citoyenne de nos membres. Je vois même vos formations. La formation est le préalable à tout engagement politique. Et même la formation est le préalable à toute initiative tout court. Quand on veut jouer au football, on va dans un centre de formation. Quand on veut faire de la musique, on va à l'INSAC. Quand on veut apprendre la menuiserie, on se rend directement dans un atelier de menuiserie. Quand on veut apprendre la couture, on sait où se rendre. Donc quand on veut apprendre aussi la politique, qui est même l'activité la plus compliquée, qui est même le métier le plus exigeant, mais cela va sans dire qu'il faut se former. Donc nous mettons vraiment un point d'honneur sur la formation. Oui, c'est salutaire. Moi j'ai toujours décrié ça, parce que l'activité politique, surtout des jeunes, n'est pas aussi abordable. On n'a pas vu nos anciens leaders comment parler de ça. Mais nous pensons même que nos prédécesseurs ont failli. Oui, c'est parce qu'ils ont une carence en termes de formation politique que beaucoup recourent à la violence et aux armes pour accéder au pouvoir d'État. Sinon, quand on est tous démocratiques, on sait qu'aujourd'hui, quand on est tous des démocrates, on sait qu'aujourd'hui, je vais aux élections, je peux perdre. J'appelle celui qui a gagné, je le félicite et je me prépare pour les prochaines élections. Cela ne m'enlève pas le fait que je puisse faire des propositions pour, n'est-ce pas, l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Puisque la différence, elle n'est pas de nature, elle est de degré. Je pense que naturellement, lui et moi, nous voulons, n'est-ce pas, améliorer les conditions de vie de nos populations. Il a gagné, il va implémenter son projet, mais je peux lui apporter quelques pistes pour que son projet soit encore meilleur par rapport au mien. Parce que c'est en lui que les populations ont eu confiance. C'est à lui que les populations ont confié leur suffrage. Mais quand on pense que après moi, c'est moi, si ce n'est pas moi, c'est personne, c'est là qu'on tombe souvent dans les ravins de la politique. Moi je dirais le déni du pouvoir, comme je le dis bien dans mon livre, le déni du pouvoir, c'est dangereux, franchement, dangereux. Je pense que j'allais vous envoyer un exemplaire, mais je n'ai pas pensé, pas grave. Je n'ai pas la chance. Je n'ai pas la chance. C'est resté au domicile, c'est pas grave. D'accord, merci d'être venu. Donc par rapport à vos propositions, je pense que c'est tout, ou bien vous avez d'autres propositions que les réformes de la CEI? Oui, bon, pour les réformes de la CEI, comme je l'ai dit tantôt, oui. Nous déjà, il faut que le pouvoir en place appelle les partis d'opposition, la société civile et des personnes de ressources, comme le préfet Vincent Toby Iri. Non, mais lui, aujourd'hui, il n'est plus aussi
il a un parti politique maintenant. Hein. Non, il a un mouvement politique. Mais heureusement, ce mouvement politique n'appartient officiellement à aucune plateforme politique de l'opposition. Il n'est ni au CAP, on ne sait pas si le CAP existe toujours. Je ne pense pas. Voilà, il n'est pas avec les gens de la CAP. Il y a d'autres États, je pense pas. Allez. Voilà, il n'est pas avec la CAP, il n'est pas avec le Front commun. Je pense que ce sont les deux. Il n'est dans aucune coalition. Voilà, il n'est pas dans la seule coalition qu'il a voulu faire. C'était avec Assali. On a remarqué que récemment, avec l'interpellation du président d'ADCI, le citoyen Assali Chemoko Antoine, le préfet Tobiri Vincent n'est pas prononcé. Voilà, c'est pas prononcé. Même pas un mot de compassion, ni un mot de soutien. Donc je pense quand même qu'il y a une rupture qui est là, qui est apparente. Voilà, elle est apparente, elle est réelle. Chacun a ses idéaux. Voilà. Et récemment, le président Vincent Tobiri, je pense qu'il a fait des propositions aussi sur les réformes qu'il voudrait au niveau de la CEI. Donc c'est quelqu'un quand même, c'est une personne de ressources. C'est une personne qu'on pourrait quand même utiliser pour, pas forcément pour qu'il gère la CEI, mais pour qu'il nous fasse profiter de son expérience et de son expertise. Dans le processus d'observateur, dans le côté technique. Voilà, dans le côté technique, voilà, justement. Il y a aussi le journaliste André Silva Conan qui s'est lui-même proposé, n'est-ce pas, de prendre vraiment une place importante dans ce processus de création, de mise en place de ce nouvel organe qui sera chargé d'organiser l'élection Côte d'Ivoire. Donc, voici des gens. Je salue mon passage, je pense qu'il a soutenu même. Voilà, je salue mon passage André Silva Conan, journaliste. Je pense qu'on aura peut-être le choix à NCI. On aura le temps d'en parler là-bas si c'est possible. C'est ça. D'accord. Vous avez d'autres propositions encore bien? Non, nous n'avons pas véritablement de propositions. Nous disons qu'actuellement, notre seule préoccupation, c'est de former nos militants. Okay. C'est de former nos militants. Il faut vraiment mettre l'accent sur la formation. Le reste, ça va venir. Le reste va venir naturellement. Voilà, même sauter mieux, parce que il y a les chances vraiment de. On n'a pas à jongler. Bon, je vous avais dit que c'est quand même professionnel du sport. Oui. On n'a pas à jongler, mais après les dribbles, ça vient naturellement. Voilà. Donc ça c'est une technique. Ça c'est pour les politiciens. Voilà. Donc on veut apprendre la politique, c'est quoi la démocratie, à quel moment on parle de troubles à l'ordre public. Parce que souvent on parle de troubles à l'ordre public. C'est quoi le trouble à l'ordre public? Est-ce que le public est informé qu'il est oublié? Ah, c'est ça. Voilà, donc il y a ça. Mais il faut que nous on soit véritablement informés sur ce genre de notions-là. Et puis après, les choses viennent naturellement. Pour le moment, pour la question de la CEI, nous saluons la dissolution facultative et nous encourageons le gouvernement à appeler les partis, tous les acteurs qui ont plus d'expérience, faire des propositions. Et puis nous, peut-être après, on pourra analyser, voir est-ce que véritablement ce qu'ils disent là, ça répond aux besoins des populations, est-ce que ça va pas encore être un organe confligène et tout ça. Voilà, c'est ça. Je pense que vous avez fait une publication quand vous proposez candidat pour les élections de 2028 des municipales. Oui, bon, c'est chez moi. Bon, c'est chez moi. Donc vous êtes fermement engagé, parce que je vois. Oui, je vous ai dit il faut franchement être élu quelque part pour pouvoir plaider pour la. Non, je ne suis pas d'accord avec. Ça, non, je ne suis pas d'accord avec. Le objectif premier, ce n'est pas ma personne. Le premier, ce n'est pas ma personne. Mais l'objectif, c'est de contribuer au bonheur de nos populations. Si je suis, ne serait-ce que dans le conseil municipal, au niveau de Bois-Fond, si je suis, ne serait-ce que dans le conseil régional, au niveau de la région de la Marawi, ma petite voix pourrait apporter un petit changement. Ma petite voix pourrait apporter un petit plus. C'est déjà une victoire. Parce que il faut rappeler aux Ivoiriens que généralement, ce n'est pas le maire qui prend les décisions. Hein. Justement. Tu peux rappeler ça pour que les gens puissent comprendre que c'est. Voilà, non, pas seulement aux Ivoiriens, mais même à certaines équipes municipales. Voilà, et même à certains députés qui disent que le parti dit. Non, ce n'est pas le parti qui dit. Qu'est-ce que les populations disent? C'est ça qu'il s'agit. Mais quand on va s'asseoir et que les mains sont levées parce que le parti a dit, les mains sont baissées parce que le parti n'a pas dit, il y a un problème. Voilà. Donc nous, on n'est pas dans des questions de parti nécessairement. On n'est pas dans les questions de parti. On est dans les questions du peuple. Qu'est-ce que le peuple veut? Par exemple, chez nous à Bois-Fond, il y a un besoin criard de route. Ah bon? Oui, à Bois-Fond, il n'y a pas de route. Ah bon? À Bois-Fond, il n'y a pas de route. Voilà, il n'y a pas de route. Il y a des pistes qu'on appelle abusivement des routes.
Il n'y a pas de route à Boiflé. À Boiflé, il y a des quartiers qui sont... Le PND passé avait pris en compte tous ces grandes voies. Oui, sur le papier, oui, effectivement, on a lu aussi comme vous. On a lu aussi comme vous, on a vu qu'effectivement, il y a des grandes décisions qui ont été prises. Mais bon, parce que dans le PND passé, le programme national de développement passé, les villes secondaires devaient être prises en compte le bitumage. Moi, c'était ma conception, pour Boiflé, c'était si je dois adresser les problèmes de Boiflé, je pense que c'est difficile. Parce qu'à l'occasion de la visite d'État du président de la République à Boiflé, un livre blanc lui a été donné. Ah, ok. Et le livre blanc lui a été donné, on parlait de construction d'écoles de proximité. Donc de lycées de proximité, de collèges de proximité et tout ça. On parlait d'adduction en eau potable de certains quartiers. On parlait, n'est-ce pas, de créer des communes rurales. On parlait de faire des villages en sous-préfecture, donc les ériger en sous-préfecture. On disait même qu'il faut scinder la région en deux. Pourquoi on a plus de communes? Parce que non seulement la région, elle est vaste. Okay. Donc le président du conseil régional peut faire un mandat c'est 5 années. Une seule année compte déjà combien? 365 jours au moins. Parce qu'on peut la 366 jours. Donc 365 jours au moins fois 5. Mais il peut faire tout ça et ne pas se rendre dans certains villages. Parce que la région, elle est grande, elle est vaste. Il y a des villages qui ne savent même pas qu'il y a un président du conseil régional. Parce qu'ils ne voient aucun impact de sa politique. Peu importe la bonne foi du président du conseil régional, peu importe la bonne foi de la municipalité de Boiflé, même commune, il y a des localités qui ne vont sentir aucun brin de développement parce que la région elle est grande. Donc on peut faire des régions. Une région qui prend en compte Boiflé, Bonon et Saint-Franc, 3 départements. Et une région qui prend en compte Goïtafla, Genoula et Vavois. Mais il faut descendre, il faut plus décentraliser. Voilà, il faut la décentralisation effective. Voilà, de sorte que Genoula soit le chef-lieu de la région du Zaoui, avec le département Genoula même, Goïtafla et Vavois. Et quand c'est comme ça, la commune, sinon la sous-préfecture de Kanzra peut être érigée en commune. Voilà, voici une proposition quand même pour notre. Je pense qu'on aura le temps de vous inviter encore sur ces questions-là. Il serait très à l'aise. Il serait très à l'aise. Parce que ce qui c'est Boiflé, je suis né à Boiflé, j'ai grandi à Boiflé, j'ai tout fait à Boiflé. Les parents sont encore à Boiflé et je vais régulièrement à Boiflé. Donc je suis au fait des réalités de Boiflé. On salue toute la population de Boiflé. Comme il a insisté, donc il fallait saluer la population de Boiflé. C'est ça. D'accord, on va s'arrêter là. Merci d'être venu à mon podcast. C'est un plaisir de vous recevoir. On a pris le temps de parler de 2 sujets importants, notamment le fonds de souveraineté, puis également la question de la réforme de la CEI. On espère que le gouvernement prendra acte des propositions du RNI point consensuel, que tout le monde puisse être représenté, qu'on puisse décider ensemble de cet organe qui pourra mieux faire l'affaire des populations ivoiriennes. Merci d'être venu. C'est quoi votre mot de fin? Vous regardez la caméra, vous adressez à la jeunesse ivoirienne en général. Mon mot de fin, c'est tout d'abord de vous saluer. Saluer cette initiative que vous menez, saluer donc ce cadre que vous donnez à la jeunesse politique de pouvoir s'exprimer. Parce que ce n'est pas évident que sur les chaînes de télévision, on nous invite toujours pour nous écouter. En général, quand on nous invite, c'est pour nous humilier. Donc, merci infiniment pour ce cadre que vous nous donnez. Et à la jeunesse ivoirienne, je vous demande de ne pas vous laisser manipuler, de ne pas vous laisser guider, de ne pas vous laisser instrumentaliser par des politiciens véreux dont le seul but est leur propre gloire et leur gloire et son mérite. C'est d'accord. Merci d'être venu. Merci à tous. Puis on se retrouve très bientôt pour notre podcast. Allez, bonne soirée. Merci.